Hey, salut! Est-ce que tu as déjà utilisé des calepins ou des notebooks? Je suis pas en train de te parler de calepins, de notebooks comme ça, mais de calepins et de notebooks interactifs. Si tu connais pas les notebooks interactifs, laisse-moi te présenter ça dans cette vidéo. Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va parler de notebook interactif. Donc, je te parle pas de calepin papier, mais on va bien parler de notebook dans lequel il va y avoir une partie de texte et une partie de code. La plus connue des applications, c'est sans doute Jupyter, qui est à la base orienté Python, développé en Python et plutôt utilisé par les data scientists Python. Mais il y a eu aussi d'autres versions, puisque maintenant Jupyter peut supporter jusqu'à 40 langages différents. On retrouve du R, du Julia et du F Sharp notamment. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je veux te montrer, c'est une version qui est dédiée à .NET et qui s'appelle .NET Interactif. Si je reviens un peu sur le projet Jupyter, c'est un projet qui a commencé en 2015 et qui utilisait le noyau IPython. Donc Jupyter utilise différents noyaux pour les différents langages. Et l'application, c'est une application web. Donc vous allez créer, on le verra dans la démonstration après, des blocs de texte, des blocs de code. Vous pouvez choisir quel type de code vous intégrez et le texte est généralement en Markdown. Comme Jupyter est une application web, elle a facilement été reprise et intégrée au sein d'autres logiciels. On connaît notamment Binder, qui est une application directement online qui va prendre votre notebook et qui va démarrer un conteneur Docker directement. Donc vous allez donner le chemin de votre repository GitHub ou même d'un Gist et le Docker, l'image Docker va se monter. Vous allez pouvoir utiliser le notebook. Quelques années après, on a eu l'Azure Notebook qui bien sûr supporte F Sharp, .NET. Et on a aussi des versions Electron, notamment Interact, qui permet de tout faire sur votre desktop et qui est cross-platform. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que je préfère. Vous savez sans doute que mon éditeur préféré du moment, c'est Visual Studio Code, parce qu'il est très souple et qui permet facilement d'être étendu. Et ici, on va rajouter une extension qui permet justement de supporter des notebooks, plus spécifiquement des notebooks .NET, F Sharp, C Sharp et autres. Ça s'appelle .NET Interactif et .NET Interactif est sorti en preview. On en est à la version 3 ou 4 maintenant. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être la version finale qui tourne très bien. Et on a .NET 5 qui est sorti. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous invite à la regarder. Grâce à .NET 5, on va voir qu'on peut facilement installer des packages .NET. Donc ça rend les choses encore plus faciles. Et vous avez toute la partie script, notamment C Sharp qui manquait. Donc vous allez pouvoir facilement faire du C Sharp et du F Sharp. Et on va voir ça dans une démo. Je vous montre ça tout de suite. Donc nous voilà dans Visual Studio Code, c'est la version Insider, donc la version bêta ou preview si vous voulez. On va utiliser cette version parce que pour l'instant l'extension qu'on va utiliser est en preview et a besoin de fonctionnalités qui ne sont pas encore sorties complètement. Première chose qu'on va faire, c'est d'installer l'extension. Moi elle est déjà installée. Vous cherchez .NET Notebook Interactive Notebook, voilà c'est celle-là. Vous l'installez, vous redémarrez s'il faut redémarrer. L'extension est installée chez moi, donc je vais directement lancer les commandes et je vais faire F1 .NET Interactive Open Notebook. Donc j'ai déjà créé un notebook et aujourd'hui je vais vous présenter ce notebook. Donc voilà comment ça se présente une fois que vous avez votre notebook. Vous avez des blocs donc de texte et ce qu'on va faire, on va utiliser une API qui est fournie par le gouvernement qui est geo.pi.gouv.fr et vous pouvez récupérer, en tout cas moi je vais utiliser la partie commune, département, région et on va essayer de s'amuser avec ça. Donc, première chose, on va commencer à s'amuser un petit peu avec du F Sharp et je vais installer un NuGet. Et pour installer un package, vous avez juste besoin d'utiliser la directive -r et entre côtes, entre double côte, NuGet, le nom du package. Une fois que vous avez écrit ça, vous pouvez lancer et on voit bien que ça lance l'installation. Vous avez un petit texte qui vous dit que ça s'installe. Voilà, là, ça s'est installé. Mon réseau n'est pas très rapide, ça s'est installé en 6 secondes. Je peux rajouter, ici on voit que je peux rajouter des codes
des blocs de code ou des blocs de Markdown. C'est ici qu'on va commencer à devenir data scientist, on va jouer avec les données. Donc première chose, je vais utiliser un type provider F# qui va générer des types à partir d'un Swagger. Donc ça, j'utilise beaucoup au travail. Si votre Swagger est bien fait, vous pouvez utiliser ça. Ça va générer tous les types, donc les DTO, mais aussi le client. Donc ici, ça me génère tous les types. Et dans Geo API, je vais avoir tous mes types de données et mon client. Je commence par créer un client. Et sur ce client, je vais avoir plein de fonctions. Voilà, je les ai toutes ici. J'ai plus qu'à appeler. Donc ce qu'on va faire, c'est un getRégion. Comme c'est asynchrone, je vais exécuter de façon synchrone avec .result. Et pour chacune des régions que je vais récupérer, je vais aller chercher ces communes. Okay, à partir du code région, on peut récupérer les communes. Et je vais faire tout simplement la somme des populations des communes d'une région. Et je vais ressortir un dictionnaire région population. Et j'utilise un dictionnaire générique de la bibliothèque standard de .NET et on va comprendre pourquoi. Donc à la fin, j'affiche mes données, ça me donne un petit tableau comme ça. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit qu'ici il y a un 0 à Mayotte. Je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai ma propriété data qui du coup est un dictionnaire, un vrai dictionnaire, pas un e-dictionary, un dictionnaire générique. Et en fait, ce que je vais faire, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est très puissante, c'est qu'on peut partager des valeurs de langage en langage. Donc là, je suis en F#. On voit ici que je suis en F#. D'ailleurs, on peut changer de langage quand on veut. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec cette petite directive share, je vais partager la variable data depuis mon F# sur un nouveau bloc de C#. Je vais rien faire de fou sur cette partie-là. En fait, je vais récupérer ma data et je vais appliquer avec Link une transformation qui va me créer un tableau d'objets anonymes. Donc, je vais avoir, à la place d'avoir un dictionnaire, je vais avoir région qui contiendra le nom et population qui contiendra la somme des populations dans la région. Je mets ça dans une variable région population et on va encore aller plus loin. Ce truc là, j'aimerais bien l'afficher sous forme de graphe. Et en fait, pour faire ça, on est en .NET 5. Je vous ai dit dans une autre vidéo que tout avait été unifié. C'est vrai en partie. Le framework est unifié. Ce qui nous manque encore énormément, c'est une unification de l'interface graphique. Et ça arrive dans .NET 6. On aura un seul framework d'interface pour faire des interfaces. Mais en attendant, du coup, pour faire le graphique, ce qui est plus simple, c'est d'utiliser du JS, et c'est ce que je vais faire. Donc on va créer un bloc de JS. On va aller charger une bibliothèque, c'est Chart.js, c'est assez connu, j'ai pris celle-là parce qu'elle est assez simple, et en fait, je vais créer une petite fonction qui va me générer mon graphique. Comment fonctionne cette fonction ? Donc je crée une fonction. Dans cette fonction, j'ai un premier required, ça utilise l'équivalent de required.js. Donc vous allez avoir vos dépendances ici, elles vont être chargées de façon asynchrone et quand c'est chargé, vous pouvez utiliser l'objet. Et donc quand je vais utiliser l'objet, je vais aller utiliser une variable globale qui s'appelle interactive, et dans interactive vous pouvez aller dans C#, dans F#, etc. récupérer une variable par son nom. Une fois que vous avez récupéré cette variable, toujours de façon asynchrone, vous avez une continuation. Je vais récupérer cette variable et je vais l'utiliser. Je vais commencer, parce que Chart.js a besoin de deux tableaux séparés pour les labels et pour la donnée, donc je vais faire une petite boucle et puis je vais passer les labels à label et la data dans data. Ok, on peut exécuter. Alors, hop, j'ai dû oublier d'exécuter des choses. On va tout réexécuter. Donc là, j'exécute la partie F#. Voilà.
la partie C#, c'est bon. La partie JS, ça va très vite puisqu'il n'y a rien à faire. Et ici, dernier morceau, une partie HTML/JS, donc le HTML pour me définir un canvas, et où le canvas, là où va être rendu le graphique, et render chart dans une partie JS pour exécuter la fonction. Donc je lance ça. Hop, j'ai mon graphique qui s'affiche avec mes populations. Donc on va forcément retrouver les mêmes chiffres qu'en haut. Et voilà. Donc l'idée c'était de vous montrer ce que c'est un notebook interactif. Vous pouvez jouer avec. Ici, en termes de langage, on a C#, F#, JavaScript, PowerShell, HTML, et on a du Markdown pour toute la partie texte. Donc c'est très pratique, vous pouvez mettre ces fichiers là en fait c'est des fichiers JSON, les mettre sur GitHub, sur un GIST, peu importe. Moi je vais vous le fournir en GIST. Vous pouvez exécuter ça chez vous et vous amuser avec. Voilà, c'était une petite présentation rapide, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.